Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu Bossredon, un smile champion. Bonjour Mathieu, ça va ? Bonjour Mylène. Alors, je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans cet épisode, et le mot est faible. T'es une des personnes qui m'a le plus émue et touchée en 2024, et te recevoir, c'est vraiment un honneur aujourd'hui. En plus, un numéro un peu spécial, puisque c'est les 1 an du podcast, et nous fêtons le cap des 2000 écoutes avec toi. Donc, merci à tous les auditeurs, et merci à toi d'être là. Mathieu, ton palmarès, il est impressionnant. J'ai cherché un mot. J'ai mis impressionnant, mais je voulais un autre mot. Tu es triple champion paralympique aux Jeux de 2024 à Paris, double champion du monde au championnat du monde de paracyclisme sur route 2024 à Zurich. Tu as été champion d'Europe en 2023 et bien sûr champion du monde en 2025. Tu as travaillé sans relâche pour réussir et être au sommet. Donc, on peut dire que tu es le plus grand palmarès de l'histoire du paracyclisme. Alors ça, c'est une bonne question, Mylène. J'ai pas regardé. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si on cumule les Paralympiades, donc sur les 4 dernières Paralympiades, je suis pas sûr. Okay. Je me demande si Florian Joigny, il a pas plus de titres que moi. En tout cas, plus de médailles que moi, c'est certain, aux Jeux. Plus de titres, il faudrait que je regarde. Mais bon, je suis très heureux. Hein. J'ai eu en tout cas la plus belle Paralympiade des Jeux de Paris. Toutes disciplines confondues, et c'est même quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'avais même pas calculé ça, et je m'en suis rendu compte quand les journalistes me sont tombés dessus et m'ont dit Monsieur Bossredon, vous vous rendez compte, vous avez 3 titres de champion paralympique, vous êtes celui qui a ramené le plus de titres au niveau de la France. Qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas, j'avais pas réalisé en réalité. Et je réalise toujours pas, honnêtement. Les gens m'en parlent beaucoup, m'en reparlent. Cette année, on a fait une année 2025 aussi incroyable, exceptionnelle. Et en fait, je n'ai pas l'impression que ça me change grand-chose et que ça ait changé ma vision et ma méthode d'entraînement. Voilà. Et je suis content de ça. Ouais, merci. Et ce qui m'a touchée dans nos échanges, c'est ton humilité, ta détermination, ton travail et ton envie de transmettre. Tu as aussi cette devise qui est plier mais ne jamais rompre, plier mais ne jamais céder à la difficulté, ne jamais s'abandonner à la faiblesse. Je pense qu'on a vraiment besoin de héros dans la vie. Et pour moi, tu fais partie de ces héros. Et en plus, tu es un héros briviste. Quelle joie. Merci de nous partager ton parcours extraordinaire. Et j'ai envie de commencer par qu'est-ce qui t'a donné le sourire ce matin ? Moi, c'est toujours la même chose qui me donne le sourire. J'ai la chance de me lever après mon épouse. Donc, dès que je me lève, j'ai mon épouse qui est déjà pimpée, douchée, maquillée. Elle se lève très tôt. Hein. Elle fait quelques abdos le matin. C'est une danseuse, donc elle est aussi très branchée sport. Et ce premier regard de la journée, ce premier sourire, ce premier bisou. Mon fiston juste derrière aussi avant qu'il parte à l'école. Nos animaux, parce que chez nous, c'est une vraie bergerie, une vraie ferme. Et beaucoup de vie chez nous. Et, je suis très heureux de ça. Et voilà, c'est ce qui me donne le sourire le matin. Mais après, il y a plein de sourires. Après, j'ai eu la chance aujourd'hui de faire 1h30 de vélo sur Home Trainer avec un copain à distance. Parce que maintenant, on fait du vélo numérique. Hein. Ah, d'accord. Ouais, on est dans le high-tech aussi. Et je me suis éclaté. Voilà. Donc, c'était 1h30 de sourire. Pas que de sourire, parce qu'il y a eu des moments difficiles aussi pendant ces 1h30. Mais voilà, puis je reviens te voir, on a 2-3 sourires aussi, c'est super. Ah, chouette, merci pour ce partage. Alors pour commencer, voilà, j'ai vraiment à cœur que si tu peux nous partager les grandes étapes de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé jusqu'aux Jeux Olympiques. Nous, c'est ce qu'on a vu, mais il y a tout ce travail d'années et d'années. Est-ce que tu savais et tu as toujours voulu être coureur cycliste en e-sport Voilà, est-ce que tu peux nous partager Ouais, alors en réalité, moi j'ai toujours voulu aller aux Jeux. Quand j'étais enfant, très rapidement, parce que je me rappelle à l'âge de 6-7 ans, donc moi je deviens handicapé à l'âge de 4 ans et demi, et à l'âge de 6-7 ans, je découvre les Handisport Magazine, parce qu'à l'époque,
je suis quand même de 1990, on n'avait pas le smartphone et Internet. Hein. Donc on regardait le sport à la télé, mais du handisport à la télé, il n'y en avait pas beaucoup. Donc moi, je regardais un peu les résumés sur les magazines. Et dans le handisport magazine, j'ai cette image d'un athlète français de grand renom, Joël Janot, qui était un athlète que j'admirais beaucoup, très musculeux, très athlétique, qui repoussait déjà, il y a plus de 20 ans maintenant, le domaine du possible lorsqu'on est en situation de handicap. Et quand je l'ai vu en photo, quand j'ai vu ce qu'il réalisait et ce qu'il dégageait, je me suis dit, ouais, moi c'est ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai envie de faire comme lui, aller aux Jeux paralympiques. Donc mon premier objectif, c'était d'aller aux Jeux paralympiques. Donc à l'âge de 6-7 ans, moi j'ai démarré en Corrèze par la natation. Ah, d'accord. J'ai été nageur tout simplement parce qu'en Corrèze, il y avait 2 choix d'activités sportives. Il y avait la natation et la sarbacane. En fait, quand on était en situation de handicap, en réalité, il n'y avait pas de sport développé. Et il y en a toujours peu. Hein. On est en train aujourd'hui de les développer. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur pour les années qui arrivent. Mais pratiquer du sport quand on est en situation de handicap, c'est déjà un défi en soi. Donc moi, j'ai pris la natation parce que je n'étais pas trop sarbacane, en réalité. Donc il me fallait un sport où je pouvais me dépenser. Et la natation est un sport d'endurance, un sport très difficile, un sport très rigoureux. Et déjà, ça m'a donné de très bonnes bases. Et j'ai pu intégrer le club handisport de natation à Brive avec Carole Colin-Noyac, qui est une personnalité vraiment importante pour nous en Corrèze. Derrière, j'ai pu intégrer le CNB, donc le club des nageurs de Brive, où j'ai commencé à m'entraîner de manière normale, parce que moi j'ai toujours été à la recherche de la normalité, avec des valides. Je me suis toujours entraîné. Tu t'entraînais, moi j'ai toujours fait comme ça, je m'entraînais avec les valides dans le groupe de compétition B, parce que j'avais pas du tout le niveau d'aller dans le groupe de compétition A. Et voilà, je faisais du mieux possible, j'évoluais, je progressais, mais je sentais que la natation, c'était pas mon domaine de prédilection. J'ai toujours été un garçon plutôt raide, musculé. La natation, faut être souple, de densité assez faible, volumineux, mais avec une densité plus faible. Moi, j'ai toujours senti que dès que je me mettais dans un fauteuil, dès que je me rapprochais de la terre, d'un sport terrestre, j'étais bien. Et mon rêve, à l'âge de 12 ans, on va dire, autour de 12-13 ans, c'était de faire du fauteuil d'athlétisme. Le fauteuil d'athlétisme, c'est vraiment un sport que je trouve magnifique parce qu'on est intégré dans le fauteuil. Donc c'est un fauteuil à 3 roues. La discipline, c'est l'athlétisme. Hein, donc c'est semblable à la course à pied. Donc ça se pratique en stade sur les distances que vous connaissez. C'est 100, 200, 400, 800, 1500, 10 000, 5000, 10 000 et marathon. Et moi, je voulais faire ça. Je voulais l'ambiance du stade. Je voulais l'ambiance du chaudron. Et c'est à ça que j'associais les Jeux paralympiques. Encore une fois, malheureusement, sur Brive, dans les années 2000, pas de club pour m'entraîner, pas de matériel. Et c'est là où je découvre, autour de 13-14 ans, le handbike. Le handbike, c'est un sport que tu peux pratiquer tout seul, où tu peux partir de chez toi, qui est assez simple d'accès en termes de technicité, parce que c'est un sport de bourrin, en fait, au début. Hein. Plus tu pousses, plus tu vas vite, plus tu t'entraînes, plus tu es capable d'être endurant, etc. Les bases du sport, c'est ça. Après, ça devient beaucoup plus compliqué, mais pour démarrer, c'est ça. Le fauteuil d'athlétisme, il faut avoir les bons gants, il faut avoir le bon fauteuil, il faut avoir la bonne position et il faut avoir l'entraîneur très vite. Le handbike, on pouvait démarrer en partant de chez soi, et donc moi j'ai démarré comme ça, en faisant le tour d'Issandon, un tour de 14 km. Mon père commençait avec moi, en fait. Au début, je le suivais, et lui, il partait en course à pied. Et moi, je suivais en handbike, c'est pour vous dire que ça allait pas très vite. Hein. On est quand même dans le pays Isandonnais, donc il n'y avait rien de plat. Hein. Donc on montait jusqu'à la tour d'Issandon, qui est l'un des points les plus hauts de Corrèze. Et on revenait chez nous, il y avait 14 km. Je pense qu'on mettait 1 heure, 1 heure et demie, quoi, pour faire ça. Après, il a fallu qu'il commence à prendre le VTT. Après, il a pris le vélo-route. Et puis après, il a abandonné le vélo-route. Il a commencé à me suivre avec un quad pour m'entraîner derrière un quad. Et après, il a laissé la place à des entraîneurs et je me suis entraîné tout seul. Voilà. Donc, j'ai évolué comme ça. À 16 ans, je fais mes premières compétitions. Ça marche assez vite. Hein. Au niveau national, je suis dans les
on va dire, dans les 4 meilleurs au niveau national. Mais il y a du très lourd encore. Et il y a beaucoup d'écart entre le premier et moi. À l'âge de 18 ans, j'ai ma première sélection en équipe de France. Je prends une volée. C'est quoi une volée? J'ai dû prendre un quart d'heure sur la course. Donc oui, une volée. Hein. Parce qu'en réalité, il n'y a pas, comme dans le sport valide, des étapes intermédiaires. Tu n'as pas des étapes régionales, nationales, jeunes, etc. Il n'y a pas de catégorie d'âge. Donc tu es avec t'es là avec des garçons qui courent depuis 15 ans, qui sont à un niveau, qui ont fait les jeux ou qui se qualifient pour les jeux. Et toi, tu es au début de ton parcours et en fait, j'avais toujours la même volonté. Donc quand j'ai démarré cette première Coupe du Monde en 2010, j'ai fait comme d'habitude, quoi. 2010 ou un peu avant. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait 3-2-1 parté, j'ai essayé de la gagner. Donc j'ai tenu une demi-heure de course à peu près avec le groupe de tête. Je suis toujours parti du principe, c'est que pour gagner, il fallait partir d'un groupe de tête. Donc au bout d'une demi-heure, j'avais plus la force de tenir et j'ai explosé en l'air et j'ai fini. Je crois que quand j'ai fini la course, il commençait à débâcher, dégonfler l'arche d'arrivée. Donc j'ai pris une toise et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait encore beaucoup de chemin. Ce chemin, je l'ai fait année après année. En 2013, j'ai eu ma première victoire internationale UCI sur un contre-la-montre. Donc j'étais très heureux de ça. En 2015, j'ai eu mes premiers podiums en Coupe du Monde et j'ai eu aussi ma première médaille en Championnat du Monde avec une médaille de bronze, 3e place. 2016, je me qualifie pour les Jeux et malheureusement, j'obtiens une 4e place. C'était pourtant une bonne course pour moi. J'étais dans des configurations où j'étais très bien sur la course en ligne. Hein. Je pensais vraiment pouvoir ramener un podium, mais j'étais dans le rêve. J'étais pas dans l'objectif, j'étais dans le rêve. Je vivais mon rêve parce que mon rêve c'était de faire les Jeux. Donc c'était une fin en soi déjà. Et avec le recul, c'est une erreur, mais j'avais personne pour me guider moi à cette époque-là. C'était quoi l'erreur à ce moment-là? L'erreur, c'est d'avoir confondu que le chemin, il était abouti une fois que j'avais le billet. Voilà. Non, le chemin, il se termine une fois que tu as gagné. Donc, en réalité, les coups partaient, je partais à chaque fois. Je comptais pas mes forces. Je calculais pas non plus forcément l'enjeu. Donc je me sentais très bien aussi, plutôt très bien, donc j'étais persuadé de réussir et j'ai un peu ignoré mes concurrents en réalité. Ça m'a valu très cher, c'est qu'en fait j'ai suivi tous les coups et quand le bon coup est parti sur la fin de course, mais je pouvais plus suivre. Donc déjà après il me restait plus qu'une 3e place à aller chercher au sprint et au sprint j'ai échoué 4e en pensant à 200 mètres de la ligne être 3e. Voilà. Donc je l'ai laissé partir à plein de moments cette course et avec le recul, si j'avais pu avoir un encadrement comme j'ai aujourd'hui, je pense que mon premier podium aux Jeux paralympiques, il aurait été à Rio en 2016. Oui. 2020, non-sélection, avec l'effet Covid, une nouvelle génération de jeunes qui arrivent et très peu de quotas, donc très peu de handbike. Moi, je suis dans la coupure du quota, donc on a privilégié des athlètes qui allaient sur piste et qui avaient couru sur piste, ce qui n'était pas le cas de nous sur route, très peu. Donc il a fallu se relever de ça alors que j'obtiens des résultats assez prometteurs aussi sur cette année-là et à partir de 2022 je commence à reprendre des podiums en Coupe du Monde, à reprendre des podiums sur contre-la-montre aussi. C'était quelque chose de très important pour moi de faire cette bascule. 2023 je deviens champion d'Europe, double vice-champion du monde. Je gagne le classement mondial UCI, donc le classement sur l'année. Donc j'ai réussi à être très régulier. 2024, l'année, vous la connaissez. Ouais. Je deviens triple champion paralympique. Et c'était une année folle. Et avec le championnat du monde juste à la suite, pareil, double champion du monde. Et cette année, j'ai la chance encore de conserver ces 2 titres et c'était encore une année fabuleuse. Voilà. Donc ça n'a pas été simple, ça a été gradué de haut, de bas.
mais j'ai toujours eu à cœur d'aller au bout de mon projet. J'ai eu des gens qui se sont greffés à mon projet au fur et à mesure aussi, et que je remercierai jamais assez. Mon entraîneur, Guillaume Toffoli, mon ancien entraîneur aussi, qui a eu le courage de me laisser partir, Laurent Lagier, parce qu'à un moment donné, il m'a dit: Mathieu, moi je t'ai amené tout ce que j'ai pu t'amener, il faut qu'on aille viser plus haut maintenant. Et il m'a amené vers un autre entraîneur. S'il n'avait pas fait ça, j'aurais sûrement pas passé de cap. Donc bravo à lui, et merci encore. C'est pas facile de faire cette démarche, c'était quand même costaud. Même moi, je la refusais, la démarche au départ. Donc je suis très heureux d'avoir eu des gens comme ça autour de moi pour me pousser aussi, parce qu'on a toujours besoin de gens autour de soi. Et c'était quoi ta motivation, ta force interne pendant toutes ces années de... Je sais pas. C'est une question que beaucoup de gens me posent, mais en fait, l'idée d'arrêter ou d'abandonner, ça n'a jamais été une option, en fait. Abandonner n'est pas une option. Non, ça m'a très peu traversé l'esprit, quoi. Parce que c'est dur, l'entraînement. Oui, il y a des jours. En fait, il y a des jours où tu jettes tout, tu dis putain, j'en peux plus, c'est bon, j'arrête. Mais en fait, dans l'heure d'après, t'es reparti. Et moi, ça a toujours été comme ça. Les Jeux de Rio, je perds, je suis vraiment très déçu, je pleure sur la ligne. Et une heure après, je me dis allez, c'est bon, on repart pour 4 ans. Donc, ça n'a jamais été pour moi. Ça a été assez facile de ce côté-là d'avoir la motivation de continuer parce que j'avais jamais envisagé d'arrêter tant que j'avais pas gagné. Voilà, Ah oui, c'était vraiment ton objectif. Tant que tu n'as pas gagné, t'arrêtes pas. Et oui, je suis content de l'avoir gagné parce que ça me simplifie les choses. Mais des fois, c'est plus dur de s'arrêter que de continuer. Et d'après toi, c'est ça qui fait la différence entre toi et les autres athlètes ? Je sais pas. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut être conscient aussi qu'il y a des moments dans notre vie où tout s'aligne, toutes les planètes s'alignent. Oui, c'est intéressant. C'est pas parce que là je suis sur 2 années superbes que ça a été le cas pendant 10 ans. C'est pas pour ça que les athlètes qui sont juste derrière moi, ils ont moins de valeur que moi. Je pense que ce qui a fait vraiment la différence pour moi là, c'est d'avoir le staff parfait autour de moi. C'est d'avoir l'expérience et d'avoir l'équipe parfaite autour de moi. Mon seul regret dans ma carrière, c'est d'avoir ce cocon-là autour de moi. J'aurais voulu l'avoir 10 ans en avance. Voilà. Si en 2016, j'ai tout ce staff autour de moi, toute cette connaissance, tout ce savoir, je gagne du temps dans ma préparation, dans mon évolution. Je gagne énormément de temps et j'ai plus de fraîcheur parce que à 25 ans, on est plus frais qu'à 35. Qu'on le veuille ou non, on devient plus expérimenté, mais le corps fatigue petit à petit. Alors, on repousse toujours, on peut même progresser, on progresse, mais ça a un coût un peu plus cher à chaque fois. Donc, moi, ce qui a fait la différence, je pense que motivés, on est tous motivés. Les athlètes qui s'obligent tous les jours à aller s'entraîner, qui font les sacrifices familiaux sur la nutrition, sur sa vie de jeune adulte aussi. C'est-à-dire, ce qui est le plus dur, c'est ça. C'est se priver de sa famille, se priver de ses amis, se priver de la fête. Pour moi, ce qui a été le plus dur, c'est ça. C'est pas le reste. Partir sur un vélo, souffrir, ça n'a pas été dur parce que j'aime ça, en fait. J'aime la sensation de souffrir sur un vélo. J'aime le défi, j'aime le combat. J'aime la sensation aussi de se propulser à la force de son corps. C'est hyper valorisant. On se sent fort. Donc c'était pas difficile de le faire, ça a été forcément difficile à des moments quand tu es exténué, que les entraînements sont importants, sont rudes, mais en fait la souffrance sur le vélo elle est momentanée. Un entraînement ça dure 2 heures, 2 heures et demie, on sait que ça passe. Voilà, donc voilà, ce qui a fait la différence, je pense que c'est vraiment l'entourage que j'ai, également au niveau familial. Donc moi j'ai toutes les planètes qui se sont alignées. Voilà. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est un sport où tu es seul, mais en même temps, ce que tu nous dis, c'est que c'était aussi une réussite collective. Tu as créé un système et à un moment, il y a eu un alignement entre l'entraîneur, tes performances, peut-être ton état d'esprit. En réalité, moi j'ai toujours dit, moi je fais que 50% du boulot. 50%. Ouais, je vous jure.
Je vous jure, les gens s'en rendent pas compte. Mais c'est quoi les 50 50 autres %, c'est le gars qui, tous les jours, décrypte ma condition physique, ton entraînement. décrypte mon état de fatigue, mon état de forme, adapte la charge d'entraînement, adapte les intensités, programme mon évolution sur l'année, les compétitions, me recentre, me guide. En fait, moi, je suis un ouvrier. Je suis un ouvrier, vraiment. J'ai un plan de travail. Je remonte les informations de perception de l'effort. Et celui qui bosse, c'est mon entraîneur. C'est celui qui gère la performance derrière son ordinateur. Ouais, et ce que j'entends surtout, c'est que tu es quelqu'un qui fait confiance, du coup. C'est-à-dire Tu ne peux pas faire autrement. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, ceux qui pensent que ce sont des champions de tout, ça ne marche pas. Ça marche pas. Moi, j'ai très vite compris que Guillaume était bien plus performant dans sa connaissance de la préparation du sport d'endurance que moi. Il me connaissait même mieux dans un premier temps que moi. Et ça, c'est difficile quand tu as beaucoup d'ego à accepter, parce que les premiers entraînements qu'il m'a donnés, je me rappelle très bien me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là ? Moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis sur un vélo, je connais par cœur, c'est quoi qui me fait faire ? Ça ressemble à rien, ça correspond à rien, ça correspond pas du tout à ce que j'ai fait actuellement. Il est en train de me bousiller, il m'écoute pas. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est moi qui ai dû écouter. Et il a eu une très bonne réaction, Guillaume. Et moi, je l'ai adoré dès cet instant-là. Et c'est vraiment c'est vraiment une question d'homme, hein, cette affaire. Hein. C'est qu'à un moment donné, il a été en capacité. Moi, j'ai toujours eu besoin de gens charismatiques comme ça. Il était en capacité de me dire, écoute Mathieu, toi tu es l'athlète, moi je suis l'entraîneur. Mon boulot, moi, je suis un doctorant, j'ai passé 8 ans d'études à étudier le corps humain, comment il s'adaptait à l'effort, quels étaient les facteurs, quels étaient les critères, comment développer la performance. Je dis, moi, c'est mon boulot. Toi, ton boulot, c'est de faire ce que je te dis. Voilà. Ah oui. À la fin, c'est toi qui réussiras, c'est pas moi. Mais si tu veux réussir, c'est comme ça que ça doit se passer. Et moi, j'ai dit ok, mais comme je suis quelqu'un d'un peu buté, je dis ok. J'ai dit par contre, on était en plein Covid. Hein. J'ai dit par contre, c'est très simple. Là, on est dans le garage. On savait pas que les Jeux allaient être reportés en 2021. J'ai dit moi, il faut absolument que je me qualifie pour les Jeux. Donc, dans un mois, il faut que je ressorte du Covid en m'étant entraîné dans mon garage plus performant que je le suis là. Et c'était un vrai défi. Hein. Et donc, j'y croyais pas vraiment en fait, qui était en capacité de m'amener là. Et je dis on verra à la sortie. Donc j'acceptais ces entraînements. Chaque fois, je sortais de l'entraînement frustré parce que j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas et que ce n'est pas ce que j'aurais fait. Donc j'ai accepté de me remettre en cause et de le laisser faire. Et au bout de 15 jours, j'ai vu les chiffres parce que nous, on est très chiffres. J'ai vu les puissances, j'ai vu le cœur, j'ai vu mes capacités d'endurance bouger. Je l'ai vu en 15 jours. En 15 et donc, jours j'ai rien dit. J'ai rien dit et j'ai de plus en plus accepté. Et à la sortie du Covid, j'ai dit allez, on fait un test PMA, 4-5 minutes et on voit. C'est des tests qui permettent d'évaluer vos zones de VO2, votre niveau de performance globale. À partir de ces tests, on peut identifier votre puissance sur une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voilà, avec un test de 4-5 minutes. J'ai explosé le test. J'ai fait des résultats que jamais fait de ma vie en m'entraînant dans mon garage, donc dans des conditions difficiles et restreintes. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai compris. Maintenant, boss Redon, tu te tais et tu fais. Voilà. Donc vraiment, quand je dis que c'est 50% du boulot, c'est ça. Parce qu'il y a Guillaume, il y a mon manager qui lui aussi m'a simplifié la vie en allant chercher des contrats, en se battant pour moi, pour que financièrement, j'ai pas tous les soirs en me couchant une épée de Damoclès en me disant comment je vais faire vivre ma famille. C'est pas la question d'aller faire du vélo, Mathieu, la journée, si à la maison ça mange des pommes de terre. C'était pas du tout ça, au contraire, il fallait que ça amène une plus-value à la famille, parce que tu leur imposes le sacrifice aussi. Donc un agent, vraiment pareil. J'ai eu énormément de chance dans ma vie hein, et j'ai rencontré mon agent Richard Warmoz à la sortie de Rio et pareil, c'est le meilleur pour moi. Donc
Aujourd'hui, c'est plus qu'un agent, c'est devenu un ami, une confiance totale également. On arrive à faire des choses extraordinaires. Je pense que même les gens n'y croiraient pas. Mais nous, la professionnalisation du sport handisport, en fait, ça fait déjà des années qu'on a réussi à la promouvoir et à la mettre en place. Donc moi, je vis depuis des années de mon sport. J'ai réussi à décrocher un contrat professionnel chez Cofidis et les gens, c'est important Ouais, pour ça eux. c'est incroyable. Ça. Mais en fait, le mot professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais un contrat de travail avec comme libellé en haut, athlète paracycliste professionnel. C'est pas que j'en vivais pas avant, c'est que j'ai jamais eu d'employeur qui me décerne un contrat où c'était l'objet premier. Nous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on en vivait parce que on faisait des conférences, on faisait du droit à l'image, on faisait de l'annexe au vélo pour pouvoir vivre du vélo. Ce contrat-là que j'ai eu avec Cofidis, j'avais juste besoin de monter sur mon vélo et pédaler. C'est formidable. Donc ça a été pour moi une victoire, et c'est une victoire pour ceux qui y arrivent derrière. Parce que quand ils vont rentrer chez Cofidis, on leur proposera un contrat professionnel. T'as ouvert la voie. Aussi. Ça a été souvent le cas. Sur ce sujet-là. C'est marrant parce que moi je vois l'évolution. Aujourd'hui, j'ai une jeune génération qui arrive et qui râle, hein, qui dit ouais, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Je dis oh les gars, aujourd'hui vous êtes athlète de haut niveau sur liste élite. Vous avez un État qui vous assure des revenus jusqu'à 30-40 000 euros par an si vous avez rempli des critères de performance. Nous, c'était zéro de chez zéro. Ces process n'existaient absolument pas. Ouais. Nos déplacements, on les payait. Nos vêtements, limite, on les payait. Nos hébergements, on les payait. Nos entraîneurs, on les payait. On faisait tout. C'est-à-dire que nous, on allait représenter la France à nos frais. Et on était heureux de le faire. Oui, j'imagine. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de process qui font que les athlètes cotisent pour leur retraite, ont des revenus, ont des entraîneurs qualifiés, ont une équipe de France avec kiné, entraîneur spécifique, préparateur mental, manager, service reconversion socio-pro. Ça y est, on a une vraie structure. Mais en fait, c'est venu avec nous. Chaque Paralympiade, on a fait lever un peu le cran. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve sur des Jeux de Paris où c'était filmé quasiment comme une course. Enfin, c'était filmé. Pareil. C'était pareil. Il n'y avait pas de différenciation dans le média. Les moyens ont été les mêmes. Les moyens financiers mis à disposition des athlètes ont été quasiment les mêmes. Honnêtement, on peut toujours râler, hein, mais ça va nettement mieux. Ouais. Et donc, toutes ces réussites, le sommet, les efforts, l'état d'esprit. Ce que je trouve très touchant, je me permets, c'est que on imagine quand même la dureté de partir tous les matins sur et à aucun moment tu partages que c'est dur ou que ça a été difficile. Mais comment est-ce que... Imagine nos auditeurs... J'ai pas le droit de dire à tes auditeurs que c'est plus dur que leur vie. Parce que je n'y crois profondément pas. Okay. Moi, j'ai eu un papa qui s'est levé tous les jours à 6h du matin, qui rentrait à 22-23h pour un salaire tout à fait banal et qui prenait des responsabilités. Quand il travaillait à l'hôpital de Brive, il était électricien et quand il fallait prendre en charge un groupe électrogène, l'hôpital de Brive, derrière, il y avait des gens sous respirateur. Il a beaucoup de pression, beaucoup d'engagement. Il nous a toujours permis de partir en vacances, de faire les études qu'on voulait faire. Ma mère, pareil. Hein. J'ai vraiment eu une famille cadre moyen, ouvrière, lambda, et j'ai vu ce que c'était la vie. C'est plus de moments de travail que de plaisir ou de vacances. Et moi, tous les jours, même si l'effort était difficile, j'étais mis en avant par des médias. Quand je réussissais, tout le monde me félicite. Quand vous allez au travail, vous réussissez, tout le monde s'en fout. C'est normal en fait. C'est vrai. Et j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui de ma passion. Je me suis fait du bien à ma santé, à mon moral. J'ai pas le droit de me plaindre en fait. Et j'ai gagné ma vie de manière presque exceptionnelle, honnêtement.
Non, franchement, dire que c'est plus dur que ce que vivent les gens au quotidien, je peux pas faire ça. Et j'ai toujours été hyper conscient du privilège que j'avais. Euh, donc, bien sûr que c'est dur quand on a le cœur à 190 pulses, qu'on est à bloc sur un effort, on a envie que ça s'arrête, mais on doit serrer les dents, continuer. Il y a le corps qui fatigue avec la charge des entraînements. Bien sûr que c'est dur. Mais personne m'a obligé de le faire. Bah, merci en tout cas pour ce partage. Je trouve que ça fait du bien aussi à entendre. Faut arrêter de faire culpabiliser les gens. Oui. Moi, j'aime pas aussi le message qui dit regardez, lui, il est en fauteuil et il se plaint pas. Mais en fait, vous savez pas, je me plains à mort. Oui, et puis écoutez, demandez à ma femme. Mais c'est aussi c'est ce qui est difficile parce que ce serait nier les émotions des autres, en Bien fait, sûr. chacun son niveau d'émotion. Mais merci de le partager, ça fait du bien aussi de l'entendre. Et donc, dans cette réussite, on arrive à aujourd'hui. Ouais. Et donc, aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est aussi que tu as annoncé que cette vie-là et ce parcours-là, tu souhaites... Alors, tu me dis, moi je le dis avec mes mots, mais ça s'arrête aujourd'hui. Ouais. Tu arrêtes ta carrière professionnelle. Mhm. Donc voilà, donc peut-être, je sais, est-ce que tu as annoncé cette fin de carrière Est-ce que tu as envie de nous dire peut-être, alors un petit pourquoi peut-être pas, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et peut-être demain surtout Mais en réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon rêve c'était de gagner. Mon rêve c'était de devenir champion paralympique, je l'ai fait 3 fois. Mon rêve c'était de devenir champion du monde, je l'ai fait 4 fois. J'ai été champion d'Europe aussi. J'ai été champion de France pas loin d'une 20aine de fois. On peut toujours refaire et refaire. Mais à un moment donné, il y a aussi envie de faire d'autres choses. Ouais. Et ce serait quoi ces autres choses? Alors je vais y venir. Il y a intellectuellement le problème aussi de l'athlète de haut niveau, c'est que pour hyper performer, il se coupe socialement, beaucoup. Donc moi j'ai été dans les dernières années, les 5 dernières années où j'ai été le plus exigeant envers moi pour réussir, parce qu'il y a une évolution aussi de l'engagement. Je pense que sur les dernières années, j'avais plus d'engagement que quand j'étais jeune. Et en réalité, tu te coupes socialement. Tu te rends compte que tu fais pas attention forcément aux autres parce que tu es hyper centré sur toi. Ta famille, tu la vois plus ou pas. Faire une soirée ou un repas, t'es toujours en train de calculer les conséquences pour ton lendemain. Ah oui. Ça, les gens l'imaginent pas, mais moi, j'ai pas envie du tout dans mon parcours de me coucher tard parce que le lendemain, je sais que ça me coûte à l'entraînement. C'était hors de question d'accepter un verre ou de l'alcool, donc tu es pas rigolo et tu es hyper égocentré en fait. L'athlète de haut niveau, le mauvais côté, c'est que tu deviens égocentré. Et il n'y a pas le choix. Pour hyper performer, il faut être centré sur toi et il faut que tu fasses tous les sacrifices qu'il demande et il faut aussi que ton cadre familial, ma femme, mon fils, ils te suivent là-dedans. Et je pense que ça, je l'ai contraint au moins 10 ans pour ma femme et mon fils, plus pour ma famille éloignée. Et je pense qu'en ayant tout réussi comme ça, c'était le bon moment pour moi de passer à autre chose, d'aller chercher de nouveaux défis. Parce qu'il y a aussi ça, à un moment donné, ça devient plus dur de s'arracher à l'entraînement quand tu as réussi. Eh oui. Il y en a qui... Mais souvent, le risque, c'est de ne pas vouloir avoir une autre vie. L'athlète, la performance de haut niveau, elle doit s'arrêter à un moment. Oui. Il y a une vérité qui est là, c'est qu'à partir de 30 ans, tes capacités, année après année, tes capacités potentielles, elles déclinent. Alors tu tends la corde, chaque année tu l'attends un peu plus. Le problème c'est qu'à force de l'attendre, à un moment, elle risque d'exploser. Moi j'ai voulu arrêter avant ça. Ça fait aussi depuis plus de 10 ans que j'ai une maladie auto-immune de la thyroïde qui m'a rendu la tâche très difficile aussi. Et aujourd'hui j'ai envie de faire du sport plaisir, de me lancer des défis aussi, parce que j'ai envie de faire des courses de 300 km, des trucs de fou, vraiment sur le défi sportif, donc je vais pas m'arrêter de faire du sport. Le sport, avant de venir là, j'ai fait du sport, ça a toujours fait partie de ma vie et ça le fera toujours. Par contre,
Si je gagne pas, j'ai envie de me dire que c'est plus grave. C'est pas très grave. J'ai envie d'être moins exigeant envers moi, me laisser le droit à me reposer aussi, à boire une bière, boire un verre de vin, partir faire la fête. Et ça, c'est pour le mental, vous imaginez pas à quel point c'est une délivrance. Ah oui. Donc moi, mon premier sentiment quand j'ai trouvé la force de dire j'arrête, parce que c'est très dur, mon premier sentiment, ça a été de la délivrance. Après, le deuxième sentiment, c'est d'être perdu. Parce que le quotidien rythmé par un planning, par les appels avec l'entraîneur, par massage, kiné, soins, etc., manager, il est bousculé. C'est plus ça. Alors j'ai beaucoup de chance, c'est qu'il est quand même rythmé par beaucoup d'appels téléphoniques, de journalistes, de demandes d'événements, donc je m'ennuie pas du tout, et j'ai une vie où je m'ennuie pas du tout, et j'ai des engagements aussi pour l'année prochaine qui vont être importants pour moi. J'ai envie de m'engager au niveau de la ville, j'ai envie de m'engager pour le handicap, pour le handisport aussi, et j'ai envie de donner aux autres parce que on m'a beaucoup donné pendant toutes ces années, le public, les infrastructures, les structures, les clubs, les comités, la ville, la nation, voilà. Et moi j'ai envie de rendre un peu ça, et pourquoi pas, peut-être demain il y aura un jeune garçon ou une jeune fille qui pourra envisager d'avoir le même parcours que moi. Et je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant, parce que nous, on avait un sport qui n'était pas développé, ou des sports qui n'étaient pas développés, donc on a pu évoluer au fil du temps. Aujourd'hui, il va falloir aller plus vite pour être compétitif, et donc ils auront besoin d'avoir des réponses beaucoup plus vite aussi. Oui, beaucoup plus rapide. Donc, ce que j'entends, c'est de la transmission, de l'engagement toujours et encore. Ça, c'est viscéral quand même, cette envie d'engagement. Et puis aussi cette envie de transmettre aux jeunes et de partager ton expérience, ton parcours, ta richesse. Je me suis senti tellement seul pendant ces 10 années. Parce qu'en fait, faut bien imaginer ça, c'est que en dehors du moment où je me lève avec ma femme, mon fils, et le soir où je les retrouve, toute la journée, je suis tout seul. Parce qu'on s'entraîne à distance, hein. Moi je reçois les programmes à distance, et c'est si j'ai pas envie de partir à l'entraînement, si j'ai pas envie de faire l'intensité qui m'est demandée, dingue. Personne m'oblige. Si j'ai pas envie parce qu'il pleut, personne m'oblige. Donc il faut que j'accepte quand il pleut, quand il fait 40 degrés. Et comment tu fais quand ton mental te dit oh non? Je fais quand même. Et comment tu fais quand même? Mais je le fais. Oh, c'est dingue. Point barre. En fait, c'est le mental, il m'a dit plein de fois, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie. Mais en fait, le message, c'est de faire. Ouais. Réfléchir un peu après, des fois. Quand le mental te dit de ne pas faire, il faut faire. Moi, j'ai un premier président de club qui m'a dit: Mathieu, quand les autres sont dans leur canapé, tu es sur le vélo. C'est là où tu vas gagner. Et en fait, j'ai toujours cette phrase dans la tête, c'est quand les gars ils sont en train de manger du popcorn devant la télé parce qu'il fait froid, toi tu montes sur le vélo, dehors, quand il pleut, quand il fait froid. Et quand c'est dur, quand il pleut, quand il fait froid, que tu es en train d'en baver comme un ours, c'est là où tu gagnes. C'est là, et je me le suis dit souvent sur le vélo. Donc c'est très dur de partir. En fait, la prise de décision de monter sur ce vélo, il faut se dire, une fois que je serai monté dans le vélo, que je serai parti, ça sera bon. Ok, donc il faut faire, il faut y aller. Faut engager le mouvement. Et une fois qu'on a fait ça, je me retrouvais au bout d'un quart d'heure sur le vélo à pédaler, c'était parti. Et il n'y avait plus de problème. Alors bien sûr, c'était pas agréable, etc. Et même quand ça devenait très difficile, par exemple sous les trompes d'eau et tout, je me disais, même Mathieu, là, tu es en train de gagner. C'est intéressant parce que ma question d'après, c'était qu'est-ce qui te permet de rester motivé et inspiré? Et j'entends, c'est quand même ce mental de l'action, en fait, de l'engagement et du mouvement. Ouais, et quand je voyais personne sur la route, pas un vélo et tout, je me disais, voilà, les autres sont chez eux, sur leur canapé. Toi, t'es sur la route. Et c'est peut-être des phrases toutes faites, et je pense que c'est comme ça. En fait, c'est pas en faisant la même chose que... Et on m'a souvent reproché ça, c'est que j'ai rarement fait la même chose que les autres. Même en équipe de France, on me disait, Mathieu, tu t'entraînes trop longtemps.
ben tant pis. Moi, Ouais. c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je réussis. Après, je dis pas que c'est la bonne formule, Mais mais en tout cas, c'était la mienne. Ça a marché pour toi. C'est vrai que si Et- on veut quelque chose de différent, il faut faire différemment finalement. Et j'ai souvent dit, j'ai jamais été convaincu que j'étais le plus fort. Jamais. Jamais. Et même sur un départ Mais de t'étais course, convaincu que t'allais gagner. même pas forcément. J'étais convaincu que j'allais faire et que je voulais gagner. Donc c'est-à-dire que moi, mon engagement de gagner, il était à 100%. J'ai jamais pris le départ d'une course pour faire deuxième, troisième. J'ai toujours ambitionné de gagner. Je me suis toujours lancé à la recherche de la victoire. Voilà. À la recherche de la victoire. C'est vraiment. J'ai jamais. Et par contre, je n'acceptais pas de renoncer. C'est-à-dire. C'est un peu l'image des jeux quand vous me voyez crever avec cette roue arrière qui crève. Et je sais que tout le monde s'est dit ah, ça y est, c'est fini, il a crevé, il va se faire doubler, c'est terminé la course, etc. C'est ce que je me suis dit sur un dixième de seconde aussi. Je me suis dit, c'est pas possible. Et après, je me suis dit, mais Mathieu, tu as crevé combien de fois dans ta vie des centaines de fois. À l'entraînement, moi j'ai fait des entraînements de 4 heures crevés. 4 heures sans changer de roue, en roulant sur la jante crevée, entre deux ronds-points, entre Varès et Alassac, en faisant des allers-retours entre deux ronds-points de 5 km pendant 3-4 heures. Et grâce à ça, quand je suis allé au jeu, j'ai crevé. J'ai dit, mais tu sais rouler crevé, Mathieu. Tu vas rouler crevé. Tu vas rouler crevé. Et tu vas gagner, même s'il faut, avec un pneu crevé. C'était même pas... Ça a duré un dixième de seconde dans ma tête. Et donc, j'ai continué à rouler à 40 à l'heure avec un pneu crevé. C'est pas agréable, c'est dur, mais en fait, m'est arrivé tellement de fois et voilà, j'ai jamais accepté de renoncer pour des événements comme ça. Donc, je suis certainement physiologiquement, et je l'ai vu même quand je fais des analyses de sang et tout, je suis persuadé qu'il y a plein de gars plus forts que moi. J'en suis intimement convaincu. Honnêtement, j'ai rien d'exceptionnel au niveau physique, sauf que j'ai poussé tous les curseurs et que quand les mecs sont convaincus, commencent à se dire c'est dur, c'est là où j'entre en jeu. Je dis moi, c'est dur aussi, mais s'il y en a un qui continue, je lâche pas. Ouais, Terminé. rien lâché. Je lâche pas et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à faire des courses tout seul. J'ai besoin de personne pour faire une course. Voilà, je la prends en charge et après, advienne que pourra. Je peux être battu, hein. Mais par contre, je mets tout ce que j'ai. Voilà. Ouais, renoncer, pas une option. Merci pour ce partage et pour cette inspiration, en tout cas, et tout ce que tu nous as dit. On arrive sur la fin du podcast. Alors, je vais te poser quelques questions. Quel est ton souvenir le plus drôle et le plus inoubliable à Brive et ses alentours, bien sûr, hein. Une anecdote qui t'a fait sourire? Brive, des anecdotes, j'en ai plein, mais là c'est rigolo, on est entre les deux lycées. Moi j'ai fait mes études à Cabanis, et en fait là on est sur le chemin qui passe des garçons aux filles. Oui, Donc, c'était ça, mais moi aussi. Nous c'était vraiment notre chemin, c'est-à-dire qu'on était à Cabanis et entre midi et 2 on allait chercher nos copines à Arsonval. Voilà, quand je regarde aujourd'hui ça me fait sourire, parce que c'est un rituel qui était assez robotisé, c'était rigolo. Après, il y a eu des soirées quand même au Cardinal, hein, à 18 ans. Hein, j'ai pas été parfait de suite. Hein. Donc, c'était assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a C'est déjà pas mal, hein, Bah le oui, Cardinal, oui, d'Arsonval. Sur le vélo aussi, hein, je me suis régalé avec des copains, les pancartes. Je me suis beaucoup amusé. Essayer de poursuivre les mobylettes, les voitures sans permis. Voilà. Moi, j'ai grandi en dehors de Brive en réalité. Hein. Je suis arrivé à l'âge adulte à Brive, mais j'ai vécu à Issandon, donc à la campagne. Et je suis très heureux d'avoir fait une vie de campagnard parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de vivre avec, sans règles, avec beaucoup de liberté. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point notre vie elle est aseptisée et à quel point j'ai eu de la chance. Peut-être que je prendrai des amendes aujourd'hui à faire ce qu'on faisait, rouler en quad sans casque. Voilà, c'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque, c'était plus cool, plus simple. Libre. Plus libre. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle? Jocelyne Lafaille, oh là là, Brive-la-Gaillarde, non, je sais pas. Ok, ça marche. Ouais, j'ai pas de
ou les 3 cafés gourmands, je crois qu'elles ont marqué aussi. Est-ce que toi, tu as une chanson qui te motive, que tu mets En réalité, ça va surprendre peut-être beaucoup de gens. Moi, je mets pas beaucoup de musique. D'accord. Et même en voiture, on me le dit souvent, Mathieu, tu mets pas de radio? Non, parce qu'en fait, moi, ma radio, c'est ma tête qui vagabonde quand je suis sur un vélo ou quand je suis en voiture. Je réfléchis et j'écoute peu de musique. Euh, mais si j'écoute de la musique, c'est du vieux rock. Euh, Voilà, c'est pas de la musique actuelle, quoi. Vraiment Ok, pas. ça marche. Est-ce que tu as un endroit préféré, un endroit qui te ressource, où tu te sens super bien, à Brive ou dans ses alentours? Le meilleur endroit, c'est chez soi, hein. Ah, C'est clairement l'endroit où je me sens le mieux, c'est chez moi. Pas parce que j'ai une maison sublime, parce que j'ai une famille extraordinaire, qu'on est en totale confiance, je pense, à la maison. Il n'y a pas de violence à la maison. Ça, c'est proscrit. Tout le monde s'écoute, tout le monde discute. la maison. Et ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire que sur la fin, moi, j'étais très heureux de rentrer chez moi. J'avais du mal à partir et j'étais très heureux de rentrer chez moi. Et c'est ce qui a facilité aussi ma prise de décision d'arrêter ma carrière. C'est qu'à un moment donné, je voulais être à la maison. Et, et avec mon épouse, on a beaucoup de chance. Et je le redis encore une fois, je le souhaite à tout le monde, hein, de s'aimer comme on s'aime. Mais il n'y a pas de sentiment plus fort, de lien de confiance plus fort. Donc ouais, l'endroit où je suis le mieux, c'est chez moi. C'est beau, merci. Je sais pas si c'est beau, mais Ouais, c'est beau à entendre. Est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi? ouais, Ah. faut sourire. En réalité, c'est marrant que tu me demandes ça, mais faire attention. Les gens qui sourient beaucoup tout le temps, des fois, c'est parce que justement, ils cachent une profonde tristesse et effectivement, le meilleur moyen de la cacher, c'est de sourire. Mais c'est très important de le faire. Moi, j'ai vécu en fauteuil et je suis pas idiot, hein. Je l'ai eu, le regard des gens sur moi, le poids de la société sur moi. Mais en fait, et ça c'est la force de l'enfant, je me suis jamais senti jugé ou j'ai toujours compris que c'était avant tout de la curiosité et de la méconnaissance et de la peur avant tout. Voilà. Et donc les gens quand me regardaient ou qui restaient figés ou qui me plaignaient, ben moi je leur souris. Je lève la tête, je leur souris parce que premièrement je me suis toujours dit que s'ils me regardaient c'est que j'étais forcément très beau. Donc ça me faisait sourire. Et je me suis aperçu que quand je donnais un sourire aux gens, ils me le rendaient et que ça y est, l'image du handicap elle était passée et on pouvait passer à un vrai discours, un vrai dialogue et que on avait fait du bien. Donc le sourire, ça se transmet. Quelqu'un qui rigole, ça vous met le sourire. Donc n'hésitez pas. L'époque est pas forcément propice, mais dès que vous avez l'occasion, souriez, rigolez, faites des blagues. Vous prenez pas trop au sérieux et soyez conscient que lorsque tout va mal, c'est que demain tout ira bien. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Chaque matin, le soleil se lève pour tout le monde et c'est une nouvelle opportunité. Et pour autant, la vie est parfois difficile, mais si on renonce, voilà, on s'offre pas la possibilité ou l'espoir d'avoir une belle journée. Voilà. Donc moi je renonce jamais non plus. Et ce qui est bien dans l'avenir, c'est que c'est la promesse du possible. Voilà. Donc croyez au lendemain, croyez que malgré n'importe quelle situation difficile, il y aura des belles journées. La vie, c'est ça. C'est une comédie romantique. C'est des jours où ça va bien, très bien, et des jours où ça va mal, très mal. Et c'est une fluctuation d'émotions comme ça. Et en fait, quand ça va, je m'aperçois que les gens qui vont bien tout le temps... ça existe? Je crois pas. Ouais, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou alors c'est faux. Voilà. Bah oui, c'est ça. Ne cherchez pas à être les gens parfaits, le couple parfait. Non. Des beaux humains. Pour terminer en beauté, imagine, ça y est, tu as la possibilité d'avoir une campagne d'affichage.
tu peux mettre, mais alors vraiment ce que tu veux. Tu peux y aller à Brive, des abris de bus, des 4x3 partout. Et on te laisse mettre un message que tu auras envie de transmettre ou de partager à tout le monde et que tout le monde pourrait voir. Tu écrirais quoi? Levez-vous de votre canapé et mettez-vous en action. Moi, c'est le message que je mettrais. Alors, c'est sûr que Top. c'est dur, hein, mais et notamment avec notre jeune génération. Eh oui. Moi, j'ai un fils de 15 ans et je vois. Et ils sont blasés de tout. La vie est belle, il y a plein de choses extraordinaires à faire. Par contre, il faut arrêter de renoncer avant d'avoir fait. Il faut à un moment donné se lever, se mettre dans la position d'agir, de faire, ne pas toujours critiquer, parce que on est devenu quand même un pays beau peuple de râleurs. On râle toute la journée, j'en fais partie, hein, mais il faut être positif, il faut voir les bonnes choses, croire que ce qui arrive aux autres est possible. Si quelqu'un l'a déjà fait, vous pouvez le faire. Donc mettez-vous en action, arrêtez de râler et sortez-vous de votre canapé et faites du sport aussi. Faites du sport parce que on sort jamais plus déprimé d'un jogging qu'on y est entré. Donc faites du sport, ça vous fera du bien à la tête, ça évitera de prendre des médicaments aussi. Ça devrait être le premier médicament prescrit par les docteurs. Et lancez-vous. Voilà. Arrêtez d'hésiter ou de dire que c'est la faute de l'autre. Mettez-vous en action, lancez-vous. Voilà. Vous aurez fait un pas en avant, vous aurez avancé, ça sera forcément mieux. Génial. Voilà. Ouais, merci. Lancez-vous. On va Avec rester plaisir. sur ça. Un immense merci pour ce partage et tout ce que tu nous as transmis. Plein de bonnes choses pour demain et la suite. Merci beaucoup. Et puis, merci encore de ta présence. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.